le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours aussi nette, toujours avec autant de tonicité. À Racaille, la 75e, avec... T'es sûr de toi? Oh oui, avec les casquettes que je porte, je suis sûr de moi. Non, je ne vous en parlerai pas, c'est un mystère, c'est quelque chose entre nous et nous. Avec dans la régie Maïté, qui forme une jeunesse dissidente ô combien, survoltée autant que révoltée, qui se prénomme plutôt Dominique, et notre camarade Jean. Salut à tous. Et voilà, c'est fait, on démarre. Oui, je voudrais, avant la minute de militance de Raymond Lascience, le grand retour de Raymond, je voudrais en fait dédier dédicacer ou dédier, comme on veut, cette émission à mon frère d'armes, mon vieux poteau des arts déco, Denis, qui est en soins palliatifs du côté de Montréal, et alors qui m'envoie régulièrement des musiques d'Acadie, de la musique country, cajun, enfin, on fera peut-être d'ailleurs un jour une émission où on n'écoutera que des morceaux comme ça. Ils sont vraiment trop marrants, les Canadiens. Et alors pour Denis, avant la minute de Raymond, on va commencer par un morceau d'un anarchiste canadien que je trouve absolument génial, qui l'appelle Plume la Traverse. On va d'abord écouter ça, et ça s'appelle Le Vaste Monde.
Radio Libertaire, oui, vous êtes toujours sur cette radio magnifique. Vous écoutez l'émission Aracaille qui rentre dans sa 75e, pas année, mais presque, avec toujours les mêmes, Maïté la Régie avec une jeune femme qu'elle forme. Espérons qu'elle ne va pas la déformer. Jean, qui va prendre sa casquette de Raymond Lassiance, mais je voudrais rassurer nos amis pacifistes, quand Jean disait mon frère d'armes, c'est l'arme, c'était le pinceau. C'était pas une AK-47. Voilà, merci tout à fait. Je lui fais un gros bisou à mon Denis. Et merci pour cette belle chanson. Et puis qui continue à m'envoyer de la musique comme ça. La plume la traverse. Plume la traverse, voilà. Ah oui, le vaste monde. Superbe. On avait déjà écouté d'autres morceaux. On en écoutera d'autres une autre fois. Voilà. L'UMP accuse Ségolène Royal. Non. C'est un scoop. D'instrumentaliser les jeunes. La vache. Je sais pas si tu te rappelles quand tu étais jeune, mais enfin, c'était assez difficile de nous instrumentaliser. Oui, même les vieux, on les instrumentalise difficilement parfois aussi. Je dirais même que moi, j'étais beaucoup plus politisé qu'aujourd'hui. Toi, je sais pas. Non, de toute façon, tu le diras pas à la radio. Donc, je disais, l'UMP accuse Ségolène Royal d'instrumentaliser les jeunes en les appelant à descendre pacifiquement dans la rue, ceux dont la Madone du Poitou s'est ensuite défendue. Elle a eu tort, parce que malheureusement, maintenant, voilà, avec Internet, les vidéos circulent. Ouais, mais je trouve qu'elle se défend souvent après. Voilà, enfin bon, Ségolène Royal, on s'en fout un petit peu. Pour l'UMP, en tout cas manifestement, un jeune de 13 ans, tu vois, qui vole un œuf, a suffisamment de maturité pour être traîné devant les tribunaux. Bien sûr. Mais un jeune de 18 ans qui a des opinions politiques, surtout quand elles sont évidemment contraires à celles du pouvoir, est forcément manipulé par les gauchistes. Alors, le parti des Godillots est devenu celui des Codillots, mais ça, on n'avait pas trop de doute là-dessus. Et puis moi, je sais pas pour toi, mais ça me rappelle un bon vieux slogan des années 70. Encore que j'aurais facilement le sentiment qu'il est encore plus ancien que ça. Tu vas peut-être me dire ce que tu en penses. Qui vole un œuf va en prison. Qui vole 1 million va au Palais Bourbon. Tu te rappelles de ce slogan, ça te dit quelque chose? Non, j'étais resté avec qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais ce slogan amélioré, parce que l'œuf et le bœuf, c'est très ancien. Oui, c'est très ancien, c'est très moral et c'est très con surtout. Voilà, qui vole un œuf va en prison, qui vole 1 million va au Palais Bourbon. Oui, je trouve que c'est plus d'actualité. C'est plus que jamais d'actualité. Oui, parce que nous ne sommes plus une nation agricole. Le gouvernement français a autorisé l'ouverture des stocks de réserve. On va beaucoup parler, évidemment, vous imaginez, des problèmes liés à la réforme, à la soi-disant réforme des retraites. Le gouvernement français a autorisé l'ouverture des stocks de réserve et l'importation de carburant pour les transporteurs routiers. Les stocks de réserve, je le rappelle, correspondent à 11 jours de consommation en France, comme l'a précisé le ministre des Transports, l'inénarrable Dominique Bussereau. Oui. Encore que ce soit pas le pire. Non, on a le motocycliste, là, comment on l'appelle Estrosi. Voilà, donc selon une opinion convenue, on peut dire que De Gaulle voyait à long terme, Mitterrand à moyen terme, Sarkozy, lui, voit à 11 jours, tu vois. C'est à peine un peu moins long que l'aîné d'Éric Woerth et de Ségolène Royal. On ne peut pas se permettre une pénurie d'essence, a asséné le même Dominique Bussereau sur Europe 1. Mais en dépit des efforts du gouvernement pour l'endiguer, la grève du secteur pétrolier prend de l'ampleur. Ça continue encore aujourd'hui, manifestement ce matin. Les nouvelles que j'ai pu prendre avant de venir à cette émission sont très bonnes. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Vendredi matin, en tout cas, le dernier vendredi, 7 nouveaux dépôts pétroliers ont été occupés, dont 2 temporairement. Les 2 dernières raffineries de la métropole qui fonctionnaient encore ont par ailleurs rejoint le mouvement. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais désormais, en France, quand il y a un chef d'État, personne ne s'en aperçoit. Celle-là, il va se la manger pendant quelque temps. Ces conneries là de matamor crétin sur les grèves, c'est bien fait pour lui. De
devrait toujours fermer sa gueule, comme disait Thierry Roland. Plus que jamais, la guerre des chiffres bat son plein. La journée de manifestation de samedi a attiré 825 000 Français selon le ministère de l'Intérieur, hein, soit, selon toujours le ministère de l'Intérieur, le plus bas niveau de participation depuis des années. Côté CGT, le nombre de manifestants contre la réforme des retraites a atteint près de 3 millions. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va, jusqu'à quand ça va durer ce jeu, ou jusqu'où ça va aller, ce jeu des vases communicants, tu vois, parce que évidemment, la CGT en rajoutera toujours au fur et à mesure que le ministère de l'Intérieur diminuera, hein, surtout qu'on sait depuis que les policiers ont révélé eux-mêmes que les chiffres qu'ils donnaient de leur propre comptage était divisé par 5 par le ministère de l'Intérieur. C'est une information qui a été assez peu relayée. Hein, oui, mais elle est exacte. Que je trouve pourtant très intéressante, moi, personnellement. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez évidemment avaler au choix soit les sornettes de l'Intérieur, hein, soit celles des syndicats, mais le mieux, c'est quand même d'aller se rendre compte par soi-même. Alors, samedi, j'ai accompagné ma meuf, ma petite chérie, j'ai accompagné parce qu'elle est enseignante. Donc, elle est concernée, contrairement à moi, qui suis un rapin rapin de base, elle est de haut vol. Ne l'écoutez pas. Elle est concernée par cette réforme des retraites. Mmh. Et elle se bat, je peux vous dire. Voilà. Donc on est allé à la manif. Très bien. Hein ne me regarde pas comme ça. Ce que Robert s'est bien gardé de faire, mais il mène d'autres actions, je peux vous dire. J'ai quand même observé la manif depuis. Il a quand même observé la manif depuis. Oui, bon, enfin, je vous dirai pas d'où. Non. C'est sacré. C'est sacré. Secret, pas sacré. Alors, place de la République, noir de monde. On a osé sortir du métro place de la République, c'était quand même quelque chose. Hein. Boulevard Voltaire, alors je m'adresse évidemment principalement à ceux qui ont une géographie de Paris assez précise. Hein. Boulevard Voltaire, noir de monde jusqu'à la Nation. Boulevard Beaumarchais, noir de monde jusqu'à la Bastille. Rue du Faubourg Saint-Antoine, noir de monde jusqu'à la Nation. Avenue de la République, noir de monde jusqu'à l'avenue Parmentier, elle-même noir de monde jusqu'à la place Léon Blum. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, bon. Elle-même noir de monde jusqu'à la Nation. Non? Ils sont poursuivis après Blum, non? Oui, justement. Mmh. Elle-même, je l'avais dit déjà, tu vois, le boulevard Voltaire, tu vois, il récupérait en fait le boulevard Voltaire, et tout ça, évidemment, remontait vers la Nation, qui elle-même était noire de monde. Hein. Impossible d'avancer ou de reculer, hein. En tout cas, au début. Hein. J'ai réussi à me faufiler, tu vois, le long de vitrines vers Bastille, mais je suis assez rapidement resté bloqué, donc j'ai dû reculer pour essayer de trouver une rue adjacente. Hein. J'ai donc été, en fait, compté 2 fois par les syndicats et 0 fois par la police. Enfin bon, vanne mise à part, hein, ce qui m'a le plus surpris, c'est que les vitrines étaient restées ouvertes. Oui, ça, il y a eu une espèce de confiance des commerçants sur le côté bon enfant de cette manif, en tout cas à son début, hein, j'imagine que... Mais bon, il y avait quand même quelques pandores inutiles et casqués qui essayaient bien de plomber l'ambiance, hein, en obligeant, par exemple, Maïté m'a raconté qu'ils avaient bloqué aussi une rue parallèle au Faubourg Saint-Antoine. Ils empêchaient les gens de passer par là. Là, en tout cas, rue de la Roquette, c'est quand même une rue importante. Ils étaient tous casqués, harnachés, munis de boucliers et tout, hein, des vrais de vrais, quoi. Ils étaient prêts pour la guerre. Hein. Ils bouclaient en fait le passage à la rue de la Roquette en exigeant, en filtrant. Il y avait une personne qui pouvait passer à chaque fois, et ils exigeaient de chacune des personnes qu'elles enlèvent leurs autocollants. Oh non, c'est pas possible. Ah non, mais moi, ça m'a fait marrer. C'était, mais pathétique. Les CRS qui étaient ce jour-là, rue de la Roquette, je m'adresse à vous, je sais que vous nous écoutez tous les mardis matins, vous êtes pathétiques, les mecs, quoi. Ce genre d'abus de pouvoir, c'est d'un crétinisme, quoi. Donc, ce que faisait, il faut quand même que je vous dise, pour ce qui vous reste d'intelligence, quoi, que personne ne s'est énervé. Personne n'a cédé à cette provocation totalement ridicule. Les gens enlevaient leurs autocollants et les remettaient évidemment une fois ce barrage franchi. Voilà. Ah, ça vous est pas venu à l'esprit? Ben si, les gens ont fait comme ça. Personne s'est énervé. J'ai trouvé ça génial, quoi.
Voilà où ils en sont. Voilà où ils en sont. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous êtes des officiers publics et que vous êtes chargés de la sécurité des citoyens, pas d'obéir aux ordres d'une bande de mafieux comme vous le faites, hein. Voilà, en tout cas, vous m'excuserez de pas être resté très longtemps à la manif, hein. Il y a un peu trop de monde pour moi. En tout cas, tant que la mobilisation s'essoufflera comme ça au fil des manifs, hein, j'en connais un qui a quand même du souci à se faire pour sa réélection. Et puis justement, Nicolas Sarkozy, pourtant, reste confiant malgré le durcissement du conflit, hein. En dépit d'une forte mobilisation contre la réforme des retraites, le chef de l'État et le gouvernement estiment, c'est pas une vanne, hein, que l'étau se dessert, hein, selon leurs propres termes. Oui, bien sûr. C'est la méthode Coué, ça. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Coluche, en fait, qui disait que du coq, que c'est le seul oiseau à pouvoir chanter les deux pieds dans la merde. Seul derrière les fenêtres quadruple vitrage de son palais, le président de tous les UM pompistes est occupé à choisir son prochain Premier ministre. Et comment il fait pour choisir? Je te le donne, Émile. Je te le donne, Émile. Amstram, Gram, Piqué, Gram. Voilà, c'est pitoyable. Bon. Ouais. On aura bien compris, hein, que l'opposition au projet gouvernemental sur les retraites n'est qu'un déversoir de toutes les frustrations du pays, hein, que la mobilisation sociale est davantage motivée par les casseroles du sarkozysme que par cette réformette, hein. Il faut dire que le chef de l'État a commis quand même une série d'erreurs psychologiques, hein, proprement hallucinantes. Comment peut-on trouver la moindre intelligence à ce maladroit? Moi, c'est... Ouais, c'est un grand mystère. Ah, c'est sidérant, oui. Bon. Et puis, Sarkozy, Fillon, verse, ces gens qui s'en mettent plein les poches n'ont quand même aucune sorte de crédibilité pour demander aux autres de se serrer la ceinture, hein. Quant aux professionnels de la profession qui ont voté cette loi à l'Assemblée, se sont bien gardés de toucher à leur propre système de retraite. Tu vois, pas question, hein. Faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais, hein. Alors, pour finir, on va finir là-dessus, Robert. Est-ce que tu sais ce que signifie pas de pénurie à la pompe pour l'UMP? Non. En fait, non, je te propose une traduction personnelle. Oui. Bah, ça signifie en fait que l'hôtel particulier de Liliane Bettencourt à Neuilly l'aurait toujours largement ouvert. Voilà ce que ça signifie. Pas de pénurie à la pompe. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Oui, et un petit commentaire pour interroger les masses populaires sur cette histoire de réforme de retraite qui est rejetée par la population, qui l'assimile plutôt à une liquidation des retraites plutôt qu'à la sauvegarde, comme le martèle le gouvernement depuis qu'il a commencé son entreprise de destruction de tous les acquis sociaux. Complètement. Ouais. Ben, je crois que c'est bien compris. C'est déjà plus de 70% des Français qui ont compris qu'il s'agissait d'enterrer la retraite par répartition. Tout en prétendant évidemment le contraire. Oui, en prétendant le contraire. Et derrière, à l'affût, au coin du bois, qui a-t-il, mon camarade, qui attend avec les coffres grands ouverts? Oui. Ouais, mais enfin bon, de toute façon, tu auras des annonces à faire. J'imagine qu'il y a, ne serait-ce que cet après-midi, la FA participe à des actions. Bien sûr, et sera à 13h30 à la station de métro Corvisart, qui est à 5 minutes à pince de la place d'Italie, pour se joindre au cortège des manifestants. Voilà.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Ah, il est en forme, ça y est, il est chaud pour cet après-midi. À Racaille, la 75e. Non, c'est pas une grand-mère. Contrairement à ce qu'on raconte, non. Tremble, Sarko, Gaillot. Ouais, Gaillot est chaud. Ah bon, j'ai eu peur. Parce que j'ai déjà été traité de sarkozyste, mais bon, dans d'autres circonstances. Avec Maïté à la régie, avec une jeune future technicienne de cette régie, enfin on l'espère. Mm-hmm. Quand Maïté sera en vacances, particulièrement ses séjours répétés en Italie, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Avec Jean, qui va tout de suite vous narrer une histoire d'artiste. Non. Une notion générale de l'art par devinez qui, je vous le donne, Émile, Paul Valéry. Ah, Paul Valéry. C'est joli comme nom, Valéry. Paul Valéry. Voilà. On vient d'écouter la Rockin' Squat. Démocratie fasciste, ça m'a paru aller assez bien. Avec ce qui se passe en ce moment. Aller assez bien avec ce qui se passe en ce moment et la minute de Raymond. Ouais, voilà. Tout à fait. J'ai oublié de vous raconter un truc, c'est que à la manif, qui c'est que j'ai croisé nos copines d'Ange et Damnation qu'on avait reçues t'as réussi à les repérer, 2 fois. Parce que elles sont pas d'un format particulier. Ouais, mais elles sont tellement mignonnes toutes les deux. Ouais, c'est vrai que c'est un beau je les ai vues. Peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement quand même. J'étais super content de les voir. Ah, sympa. Ouais. On vous fait, je sais pas si elles nous écoutent encore, on vous fait un gros bisou. Ah ouais. Les filles. Des grosses galoches. Voilà, Ange et Damnation, super artistes et ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà. Qui, je le rappelle quand même, parce que c'est exceptionnel, font tous les ans des stages, sont à l'initiative de stages en Afrique, au Burkina Faso, où elles louent une concession, où elles peuvent recevoir des artistes. Évidemment, c'est bénévole, ils payent même leur voyage, mais sur place, ils sont nourris et logés gratos. Pendant 1 mois, ils peuvent bosser pour eux, mais aussi bosser avec des enfants du village où elles sont. Voilà. Alors Paul Valéry, tiens, ça m'en rappelle une petite mignonne, mais après j'arrête, c'est promis. Hein. C'est Monsieur et Madame J'y vais pas ont eu un fils et... Oui, et 3 filles, comment les ont-ils appelés? Oh, Jean, je te laisse nous dévoiler cette chose. Monsieur et Madame J'y vais pas. Oui. Ils ont appelé le garçon François et les filles Valérie, Chantal et Olympia, ce qui nous donne François, Valérie, Chantal, Olympia, J'y vais pas. Voilà. Alors, dans ce texte, Paul Valéry, c'est 1800. François Valéry, j'en ai aucune idée, hein, mais Paul Valéry, c'est 1871 et 1945. Dans ce texte publié en 1935, hein, donc 10 ans avant sa mort, le grand poète Valéry, hein, consacré par le Collège de France, analyse avec humanisme, hein, je trouve, l'ensemble des disciplines dites artistiques. Il n'y en a pas que sur la peinture. Hein. Quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe est savoir. Ça te dit quelque chose, ça, hein. C'est par le biais de sa culture exceptionnelle, hein, qu'on peut qualifier d'ailleurs d'encyclopédique, hein, que l'immortel auteur du Cimetière marin cherche, c'était ça l'extrait, hein, cherche à travers les œuvres des hommes le sens et la valeur à leur accorder. Il s'agit pour lui de répondre à la question: à quoi connaissons-nous qu'un objet est œuvre d'art ou qu'un système d'actes est accompli en vue de l'art, et de déclarer non sans malice que le caractère le plus manifeste d'une œuvre d'art est son inutilité. Je suis sûr que tu adores ça, non? Hein? Non seulement j'adore, mais ça va être sur à côté de mon petit lit douillet. Hein, ouais, c'est pas mal. Il pensait que je pourrais lire tous les soirs. Le mot art a d'abord signifié manière de faire et rien de plus. Cette acception illimitée a disparu de l'usage, malheureusement. Ça, c'est en aparté. Ensuite, ce terme s'est peu à peu réduit à désigner la manière de faire en tous les genres de l'action volontaire ou instituée par la volonté, quand cette manière suppose dans l'agent une préparation ou une éducation, ou du moins une attention spéciale, et que le résultat à atteindre peut être poursuivi par plus d'un mode d'opération. On dit de la médecine qu'elle est un art. On dit aussi bien de la vénerie,
de l'équitation, de la conduite de la vie ou d'un raisonnement. Il y a un art de marcher, un art de respirer. Il y a même un art de se taire. Comme les divers modes d'opération qui tendent au même but ne présentent pas en général la même efficacité ou la même économie, et ne sont pas d'autre part également offerts à un exécutant donné, la notion de la qualité ou de la valeur de manière de faire s'introduit naturellement dans le sens de notre mot. On dit l'art du Titien. Mais ce langage confond deux caractères que l'on attribue à l'auteur de l'action. L'un est son aptitude singulière et native, sa propriété personnelle et intransmissible. L'autre consiste dans son savoir, son acquisition d'expérience exprimable et transmissible. Dans la mesure où cette distinction peut s'appliquer, on en conclut que tout art peut s'apprendre, mais non tout l'art. Toutefois, la confusion de ces deux caractères est presque inévitable, car leur distinction est plus facile à énoncer qu'à démêler dans l'observation de chaque cas particulier. Toute acquisition exige au moins un certain don d'acquérir, cependant que l'aptitude la plus marquée, la mieux inscrite dans une personne, peut demeurer sans effet ou sans valeur au regard des tiers, et même rester ignorée de son possesseur lui-même, si quelques circonstances extérieures ou quelques milieux favorables ne l'éveillent, ou si les ressources de la culture ne l'alimentent. En résumé, l'art, en ce sens, est la qualité de la manière de faire, quel qu'en soit l'objet, qui suppose l'inégalité des modes d'opération et donc celle des résultats, conséquences de l'inégalité des agents. La notion de général de l'art a été intégrée au tome 1 des œuvres de Paul Valéry publiées par la bibliothèque de la Pléiade pour plus de 50 €. C'est la peau des fesses, mais je crois pas malheureusement qu'on puisse le trouver sous une autre forme aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez commander ce bouquin auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris, métro Robert. Fille du Calvaire ou Aubercon. Absolument, voilà. Et je vous rappelle le numéro de téléphone de la librairie, comme ça vous pouvez commander le bouquin avant d'aller le chercher. Oui. 01 48 05 34 08 et le site internet après les W, librairie-publico.com. Merci beaucoup Jean pour cette prise de tête. Oui, surtout que les phrases sont, je trouve, malheureusement un petit peu longues. Oui, non, mais c'est, de toute façon, c'est les choses trop vulgarisées parfois perdent tout à fait leur sens. Là, il faut. C'est nettement moins tranché que sa poésie. C'est un petit peu dommage. Bon, il y a notamment je sais plus si c'est la première ou la deuxième phrase qui est fou. Ouais. Mais bon, il faut faire un effort, comme dans toutes les approches qui parlent de cette notion d'art, de non-art, bref, c'est très très compliqué. Et il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à en comprendre un peu le sens. Voilà, et puis bon, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment très intéressant, Paul Valéry. Il a beaucoup parlé d'art, donc on y reviendra d'autres fois. J'essaierai de trouver des choses peut-être un peu plus faciles à... Et il est enterré en radio sur la plage de Sète. Non, il a son. Il est enterré à Sète, mais on écoutera ça tout à l'heure. Ouais, d'accord. Une chanson notre cher Brassens, voilà, supplique pour être enterré. Il n'a pas réussi non plus d'ailleurs. Ah oui, il a pas enterré directement sur la plage de Sète. Ouais. Bon, bah écoute, de toute façon, c'est pas, ça sera un peu. Quand même de vouloir être enterré absolument sur une plage, bon, ça relève un peu du privilège. Absolument. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fustande à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va, donc honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, polizia, assassini, Giotto, assassini anche Polizia,
assassini, assassini, polizia, polizia, G8, assassini anche, polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes, rien n'éteint, jamais. Et tout mon respect est baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué, pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise, facile d'avoir raison, en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tout dit bien qui, à tous les autres et sans nom. Seuls groupés, les arrêtés, les rescapés, car la flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, G8, assassini anche, polizia, assassini, assassini, polizia, polizia, G8, assassini anche, polizia, assassini, assassini. Maintenant, après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait. La torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne. C'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, Boris fasciste et tous les retards. J'ai vite honte à vous à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples vous lavez. Polizia, polizia, G8, assassini anche, polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Giuliani, Giuliani, polizia, polizia, G8, assassini anche, polizia, assassini, assassini, polizia, polizia, G8, assassini anche, polizia, assassini, assassini. Hey. Gênes 2001. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste que vous entendez en ce moment. La mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Ouais. Et puis je peux vous dire que nos CRS qu'on conchit allègrement, ce sont presque des enfants de cœur à côté de la violence et de la sauvagerie des carabiniers italiens. Je peux vous dire qu'à Gênes, ils avaient de quoi du souci à se faire remarquer parce qu'il y avait un Black Blocs. Je vous dis pas. Alors les violences, là, on dit on commence à entendre les violences, les débordements de la jeunesse, mais il faut voir ce qui s'est passé à Gênes. À côté, ici, c'est vraiment aussi gentil. Des bisounours. Et on aimerait autant les garder comme ça. Oui, on aimerait autant. Mais alors, pleurez pas, les mecs, parce que, je vais vous dire, vous échappez au pire. S'il y avait, si jamais il y a un Black Bloc qui se forme ici, sur le modèle allemand ou italien, vous allez vous en souvenir. Bien. C'était Hydra, le groupe Hydra. Hydra, sous le label le même label que les Berruriers Noirs, mais je crains malheureusement que ce label il est fermé, mais si quelqu'un a des nouvelles. Oui, mais on a des archives, alors bon. On a des archives, heureusement, voilà. Hydra, Genova 2001. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Enfin, ça ne te rajeunit pas. Oh oui. J'avoue que je n'y étais pas. Non, mais moi j'étais par accident. Oh, tu parles. Alors, avec une histoire vraie, une histoire d'artiste, une histoire de peintre, et deux gars. Ouais, un peintre valérien, si j'ose dire, dans la mesure où je crois me rappeler que Paul Valéry n'a consacré des monographies qu'à deux peintres qui sont, mais ça reste à confirmer, qui sont
Léonard de Vinci et Edgar Degas. Ah ouais? Ouais. Curieux. Ouais, c'est curieux quand même. Hein. Edgar Degas, mais bon, il y a peut-être aussi un peu de copinage là-dessous. On va voir ça. Edgar Degas, c'est 1834, 1917. Ça peut peut-être paraître quand même un peu étonnant aujourd'hui parce que sa peinture en fait semble académique évidemment à nos yeux actuels, mais il n'a pas échappé aux critiques de son temps, qui étaient quand même, quand je dis critiques, évidemment les critiques d'art, qui étaient souvent déstabilisés en fait par son avant-gardisme. Et oui. Oui, non, mais quand on pense il faut toujours au rail des pompiers, on n'est pas très étonné. Oui, ça c'est vrai, moins déjà. Plusieurs de ces images ont semé la controverse, une controverse assez forte, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ça c'est quand même plus étonnant. Son œuvre fait l'objet de débats auprès auprès des historiens d'art. À Edgar Degas, ouais. Alors tiens Robert, peut-on être issu d'un milieu très bourgeois et être un grand artiste? Ça, c'est mon cadeau du mardi matin. Merci beaucoup Jean, parce que là je pense que je vais avoir une 4e casquette. C'est la grosse patate chaude. Ouais, non, mais moi non, alors vraiment là je suis pas du tout. Bien que je pense qu'il y a aussi issus des couches populaires quelques artistes majeurs, mais non, je n'ai aucun. Ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est l'œuvre, c'est pas. Bonne réponse. Pas l'artiste. En tout cas, oui, parce qu'il était issu famille banquier, famille de banquiers. Oh bah Cézanne aussi. Et Cézanne aussi, absolument. Et le jeune Degas, lui, se rendait souvent au cabinet des estampes ou au Louvre pour y faire des copies. Il ne tarda pas à abandonner le droit pour revenir exclusivement à la peinture, parce qu'il a pas mal louvoyé un moment entre carrière artistique et carrière d'avocat. Avec l'approbation d'ailleurs, l'approbation paternelle, ce qui est quand même ce qu'il faut signaler, parce que c'est quand même très rare pour l'époque de pouvoir faire une carrière artistique avec l'approbation du père, c'est assez rare. Il est d'ailleurs allé jusqu'à lui aménager un atelier, en fait, une des chambres de l'appartement du père a été aménagée en atelier. Ce qui est encore plus rare. Ouais, ce qui est encore plus rare pour que le petit Edgar puisse bosser comme il faut. En tout cas, dans cette chambre transformée en atelier, il a énormément travaillé en fait en prenant ses modèles parmi sa famille. Son plus ancien portrait connu, et on en découvrira peut-être d'autres, mais son plus ancien portrait connu en tout cas est celui de son grand-père maternel. Mais il faisait aussi souvent poser ses sœurs ou son jeune frère pour en tirer des dessins, des sanguines et aussi des études à l'huile. Il peignit aussi des autoportraits, ça c'est souvent, on rencontre ça souvent chez les artistes comme ça, besogneux, qui travaillent beaucoup, et finissent par être obligés de poser eux-mêmes, comme le fameux Degas en gilet brun, ou un qui est un petit peu moins connu, qui est Degas à la palette. En Italie, où il fait des fructueuses visites de musées, travaillant sans relâche à de nombreux dessins d'après les anciens. Ça a toujours été, c'était un très très gros travailleur, ou se mêlant à Rome au pensionnat, en tout cas jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, il a été diminué physiquement. Presque aveugle. Ouais, voilà, il était très diminué, il a été obligé d'arrêter. Voilà, ou se mêlant à Rome, où il est passé aussi, aux pensionnaires de la Villa Médicis, Gustave Moreau, Bonnat, Delaunay, le graveur Tourny, ou encore le musicien Bizet, qui avait fondé la Société des Châtaignes Grillées. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Il y a que toi, j'en vends d'autres trucs aussi. Les châtaignes grillées, j'adore ça. Alors le nom était peut-être en italien, par contre, ça, il faudrait que je vérifie. C'est possible, puisque c'était à Rome. En tout cas, dans cette société des châtaignes grillées, on discutait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'esthétique, exclusivement presque. Voilà. Il ramena aussi de Florence l'esquisse de son premier grand tableau, qui s'appelle La famille Bellelli. C'était un oncle et une tante, je crois, chez lesquels il était descendu d'ailleurs, à Florence. De facture classique par la disposition pyramidale des personnages et par l'accentuation des verticales et des horizontales du décor. Mais de conception moderne, par la pose, c'est vachement étonnant ce tableau, par la pose du père qui tourne le dos au spectateur, en fait.
Il voulait donner l'impression d'une famille surprise à l'improviste dans son intimité. Il allait d'ailleurs beaucoup faire des tableaux plutôt que de faire poser les gens dans son propre atelier. Il allait chez eux pour les surprendre, pour les prendre en fait dans leur environnement familier. Giscard qui allait aussi surprendre les ouvriers chez eux pour le dîner. Absolument. C'est une espèce d'habitude peut-être chez grand bourgeoise. Son évolution fut favorisée en fait par son amitié avec Manet, dont il fit la connaissance au musée du Louvre. Ce fut Manet lui-même qui l'aborda en le voyant la pointe à la main, gravée sur le cuivre, directement, sans dessin préalable, l'Infante de Velázquez. Ah, d'accord. Tu vois, ça a dû le scotcher un peu, le Manet, qui n'était pourtant pas un petit dessinateur. Non. Degas, qui préférait être appelé indépendant plutôt qu'impressionniste, désapprouvait néanmoins Manet de se refuser à exposer avec ses amis et de tenter de forcer la porte du salon officiel. Il se sent, lui, solidaire des impressionnistes. C'est pas toujours l'image qu'on a, mais en fait, si. On a un peu l'image d'un vieux réac. Ouais, exactement. Or, c'est complètement faux. Il veut même fonder un journal de gravure, en fait, le jour et la nuit, pour défendre la cause commune, bien que certains de ses goûts l'en éloignent. Il a par exemple horreur, en raison de sa mauvaise vue, ça a commencé très tôt, ses problèmes d'yeux, d'aller travailler sur le motif en pleine campagne. Son sujet de prédilection était la danse, ça tout le monde le sait. Il chercha à l'exprimer sous tous ses aspects, voulant surprendre la danseuse dans toutes les attitudes du travail ou du repos. Moi, je suis personnellement plus ému par le repos. Ouais. Oui, parce qu'il y a. Et quelque chose me dit que toi aussi, Robert. Oui. Voilà. Et puis, pour en finir, il se rendait tous les vendredis au dîner de Henri Rouard, où il rencontrait Paul Valéry, qui lui consacra d'ailleurs, comme je l'ai dit, un ouvrage qui s'appelle Degas danse dessin. Ça, on peut le trouver encore aujourd'hui. Degas danse dessin. Librairie Publico. Mais je vais pas vous 145 Il disait: on m'appelle le peintre des danseuses, on ne comprend pas que la danseuse a été pour moi un prétexte à peindre de jolies étoffes et à rendre des mouvements. Voilà, alors une toile de Degas qui m'émeut particulièrement. Je pense qu'on va plutôt aller du côté des baigneuses que des danseuses. Sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Bien, et j'ajouterais, faut toujours que j'ajoute quelque chose, que quand Jean parle de Degas en disant que c'était un gros travailleur, je crois que je peux affirmer sans être vraiment contredit que ceux qu'on appelle des grands artistes étaient tous des gros travailleurs. Enfin, depuis que tu nous parles, en tout cas. Oui, c'est une constante, oui. Oui, c'est une constante. On a capacité de production. Tu nous as jamais dit au cours de tes chroniques, oui, c'était un gros glandeur. Je vois pas. Franchement. Non, ce qui m'inquiète d'ailleurs pour moi-même. Oui, alors toi, je sais pas. Non, mais par exemple, si tu prends Toulouse-Lautrec, comme gros travailleur, je crois que t'es aussi pas mal. Tu prends Toulouse-Lautrec, il n'arrêtait jamais de dessiner, jamais. Non, ça c'est un crayon à la main en permanence. Oui. C'était tous un peu comme ça, et c'était le cas aussi de Degas. Quand il a vraiment été obligé d'arrêter de travailler malgré sa fortune, c'est devenu un espèce de. Les gens le prenaient pour un clochard dans la rue. Il est mort très très rapidement, quoi, à partir du moment où il a été contraint d'arrêter. Ouais. Et il y a aussi, par exemple, un artiste plus contemporain, Basquiat, qui est mort très jeune, et une exposition, je crois, au musée d'art moderne. Si vous aimez faire des queues de 3 km, faut y aller. Ouais, c'est ça un petit peu. Mais qui était aussi un travailleur forcené. Oui, tout à fait. Un dessinateur extraordinaire. Ouais. Alors que n'en déplaise aux mamans qui disent mon fils pourrait en faire autant. N'en déplaise aux contempteurs de l'art contemporain. Basquiat, c'est un dessinateur fabuleux. Tout à fait. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de voir une partie de son œuvre, toute petite partie de son œuvre, au musée Mayol, où les queues sont moins pléthoriques. Exactement. Pour l'instant, le musée Mayol, faut un peu en profiter. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Une expo qui est pas terrible, paraît-il. Je l'ai pas encore vue. Un fan, le trésor des Médicis. Un fan de la Renaissance comme moi, c'est étonnant, mais on me l'a fortement déconseillé, celle-là. Bon.
Alors, Eh est-ce que bien. je dois obéir ou pas? Tu Je me pose encore la question. Jean, t'es pas le genre à obéir. Ouais. Non, mais on a deux papoteuses en régie, là, et le rythme de l'émission s'en ressent.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Arakaï, la 75e, je parle sous le regard sévère, mais juste, de Jean. Avec en régie 2 papoteuses, mais de classe. Je vous assure que ça chauffe, il y a de la buée sur les vitres. Avec... oui, je vous donne leur nom, d'ailleurs j'aime bien balancer. Il y a Maïté et Dominique, donc 2 blondasses. Et Jean qui va poursuivre notre instruction artistique, parce que vous savez que on le qualifie dans les milieux autorisés de grand hussard noir de la République. Ça t'aime bien, hein? Ah, ça j'adore. Ça j'y ai droit tout. En plus, t'as la taille du hussard, c'était des grands bonshommes. Voilà, solides. Ouais. Après la supplique pour être enterré sur la plage de Sète du Georges Brassens, il n'y a pas eu droit. Hein. Ouais. On va rester du côté de Paul Valéry, hein, avec Berthe Morisot. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Berthe Morisot, ça, c'est uniquement pour Robert, c'est 1841-1895. Le 15 avril 1874. Attention, hein, Robert, soyons précis. Le 15 avril 1874, je te fais grâce de l'heure, quand même. C'est gentil. Hein, dans les ateliers du photographe Nadar, hein, 30 artistes dont Berthe Morisot, Auguste Renoir ou encore Claude Monet, hein, j'en oublie évidemment, comme Pissarro par exemple, accrochent quelques 200 tableaux sur 2 rangs en hauteur en ménageant un espace entre chacun plutôt que de les juxtaposer cadre contre cadre comme cela se pratique au salon officiel, hein, par exemple. Hein. Née à Bourges, issue elle aussi d'une famille aisée, hein, qui lui avait fait faire de très sérieuses études classiques, Berthe Morisot n'a qu'une idée en tête, dès l'âge de 15 ans, devenir peintre. C'est bien. Bravo Berthe. Bravo Berthe. Avec sa sœur, elle prit quelques leçons chez un professeur de dessin de Bourges, hein, puis travaillait avec le peintre lyonnais Guichard, bien oublié depuis, hein, et réussit enfin à se faire présenter par lui à Corot. Oh là, beaucoup moins oublié que Guichard. Oh là là. L'influence profonde de ce dernier dans les premiers paysages de Morisot est certaine, hein, mais en 1868, la jeune femme rencontre Édouard Manet. Elle lui servira même de modèle, hein, pour pendant qu'il l'initiera à l'art du portrait. Pour le déjeuner sur l'herbe, non? C'est Berthe Morisot au bouquet de violettes et le déjeuner sur l'herbe aussi. Bien, Robert, bien. Bon. Berthe Morisot au bouquet de violettes, je vous ai déjà raconté cette histoire ici une fois. Il y a quelques mois de ça, peut-être même plus d'1 an sans doute, ouais. Ayant rejoint le groupe impressionniste, elle expose donc en 74, comme je l'ai dit, à leur côté chez Nadar, hein, où elle montre le berceau qui reste peut-être encore aujourd'hui son œuvre la plus fameuse. Hein. Elle participera par la suite à toutes les manifestations du groupe, excepté en 77. Hein. La même année, elle épouse Eugène Manet, le frère d'Édouard. Hein. Si Berthe Morisot a certainement contribué à faire admettre à Manet l'idée de peindre en plein air, elle a en retour subi évidemment son emprise, notamment dans ses pastels, hein, à la suite d'un séjour à Londres en 1875, je crois, où elle est allée voir les œuvres de Constable et de Turner, et dans l'île de Wight où elle peint quelques marines, qui est pas très connues, mais sont assez intéressantes. Sa facture s'allège, se déploie en reflets irisés qui évoquent librement le motif, hein, comme dans Femme assise dans l'herbe. Tu connais ce tableau? Elle ne s'en consacre pas moins à des scènes d'intérieur, traitées de façon moderne mais délibérément intimiste. En 1880, elle paraît avoir conquis sa maturité. Hein. Elle sera cette année-là la vedette de la 5e exposition des impressionnistes, Monet et Renoir s'étant abstenus. Ces toiles atteignent alors à un équilibre dans la composition, hein, une nervosité dans la touche, une harmonie dans la couleur, inconnue auparavant. Hein. L'artiste pratique aussi beaucoup l'aquarelle avec une subtilité spontanée, pleine de charme, hein, selon mon humble avis, comme dans Dame au parasol dans un parc. Après la mort de Monet, elle subit l'influence de Renoir, alors dans sa période, je mets ça entre guillemets quand même, pour les fans, hein, ingresque. Plutôt, j'aurais même pu dire ingrate, hein, son dessin. Ou ingresse. Son dessin se fait plus ferme et l'artiste se tourne même vers la gravure, hein, où pourtant elle ne persistera pas, peut-être consciente
la supériorité qui manifestait Marie Cassatt, dont on parlera une autre fois. En peinture, sa patte devient plus onctueuse et sans rien perdre de sa souplesse ni de sa hardiesse, un peu fantaisiste dans le choix des couleurs. Elle donne au volume une ordonnance et une plénitude qu'on peut qualifier de plus démonstrative. Poète de la vie familière, Berthe Morisot occupe une place privilégiée dans la constellation impressionniste. Sa singularité, comme l'a défini Paul Valéry, fut de vivre sa peinture et de peindre sa vie comme si ce lui fût une fonction naturelle et nécessaire. Berthe Morisot avait d'ailleurs avec lui un lien de famille, celui-ci, Paul Valéry, ayant épousé Jeannie ou Jeanne, je sais plus, Jeannie, je crois, Gobillard, qui était la cousine germaine de Julie Manet, elle-même fille de Berthe et d'Eugène Manet. Voilà, une toile de Berthe Morisot, peut-être le berceau, je verrai, sur http://arracaille.blogspot.com. Merci Jean. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pose la question. Non, à la régie n'écoute même pas. Donc je pose la question à Jean. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou tu as des annonces? Oui, voilà. Merci Jean d'écouter, c'est un peu ce que je dis. Pas comme certaines. Bon. Non, allez. Quelques annonces sur les œuvres de notre cher FA. Déjà, Radio Libertaire, où vous êtes en ce moment avec nous, qui a toujours besoin de vos oboles, de thunes, va acheter la carte d'auditeur, 20 €, une somme, que vous pouvez trouver à la Librairie Publico. Je vous rappelle l'adresse, 145 rue Amelot, à Paris, dans le 11e, métro Oberkampf du Calvaire. Et puis, qui aide, parce qu'en ce moment, on est en train de changer, enfin, les techniciens de la radio sont en train de changer pas mal d'appareils dans la régie pour se préparer au passage au numérique, et ça coûte de la thune. Voilà, pour la radio, c'est fait. Après, vous avez donc, appelle-moi Jean, la Librairie Publico, bien sûr, dont Jean vous parle et vous rebat les oreilles à chaque émission à propos des livres qu'il vous conseille. Donc la Librairie Publico, 145 rue Amelot, où vous pouvez trouver tous les livres que vous désirez. Bon, des livres militants, évidemment, qui vous parlent de l'anarchie, en long, en large, en travers, vu de dessus, de dessous et sur les côtés. Et puis aussi la littérature générale, et puis aussi des CD, et puis aussi des affiches, des très belles affiches de manifs, etc., ou des affiches de propagande, et puis aussi des flyers, et puis aussi des t-shirts, enfin bref, c'est la caverne d'Ali Baba, animée par deux jeunes permanents, Laurent et Max, très avenants, très cultivés, qui peuvent vous conseiller dans vos achats, dans vos choix. Ils sont là pour ça, ils sont très contents d'ailleurs, et c'est une chance pour vous de les rencontrer. Il faut y aller à la Librairie Publico. C'est bien de commander par téléphone, c'est bien de commander par le net, mais ça ne remplacera jamais une visite in situ, où vous pouvez vous baigner dans la chaleur, la matrice de la Librairie Publico. Voilà. Alors aussi le Monde Libertaire, un magazine assez extraordinaire qui toutes les semaines peut vous alimenter en nouvelles du monde entier. Les grèves dans le Chiapas, mais aussi ce qui se passe, enfin des choses plus récentes, plus contemporaines sur ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas triste, comme vous pouvez vous en rendre compte si vous allez à quelques manifs comme celle de cet après-midi. Oh, l'enchaînement. Ou à la station de métro Corvisart, les drapeaux noirs vous attendent pour rejoindre le cortège principal, place d'Italie. Voilà, alors le Monde Libertaire, que vous pouvez trouver dans quelques kiosques, je répète éternellement les mêmes choses, mais bref, quelques kiosques d'élite de la capitale, où vous pouvez, si vous êtes en manque de thunes, ce qui est le cas pour beaucoup de gens en ce moment, les chourer, sans remords. Et à la Librairie Publico, il ne faut pas faire de reprise individuelle, parce que les deux permanents après c'est des comptes à rendre. Ils font de la compta aussi chez les anards, voilà, c'est peut-être un scoop pour certains, mais bon, il faut vivre quand même avec quelques règles que nous impose ce système pourri
C'est fini pour mes annonces. On peut passer à autre chose, mon Jean. À la musique. Allez. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. On arrive à la fin. Hélas pour vous.
Prétentieux. Oui. Vous venez d'écouter, je suppose, avec beaucoup de joie, Beat Assaliant qui vous chantait Bitter Than S. Ce que nous devons à une invitée que nous avons reçue il y a quelques semaines, Guillemette, Oui. dont nous gardons un souvenir très ému. On lui fait un gros bisou, Guillemette. Ah oui, Guillemette, hein. Non, ne rougis pas. Non, ne rougis pas. Non, ne pleure pas. Et nous allons passer à la rubrique vitale du rapin social, imposée par le hussard noir qui est à mes côtés. Il me surveille. Non, c'est vraiment... Faut que ça saigne. Oui, il faut que ça saigne. Et là, la dernière fois, c'est il y a 3 semaines, on avait parlé de la comparaison de l'achat et de l'allocation d'un local commercial ou d'un atelier d'artiste. Et là, nous allons détailler les baux. Le bail en détail au pluriel. Vous avez trouvé un atelier, coup de peau, vous êtes une minorité, je vous le rappelle, faut pas rêver, hein, on s'adresse là à quelques privilégiés. Vous avez trouvé un atelier, vous avez décidé de le louer. Déjà, il faut avoir de la thune, hein. Pour héberger votre activité, vous avez besoin d'un local professionnel ou d'un local mixte, assorti d'un bail correspondant si vous êtes artiste libéral. Selon ce mot libéral, déjà, ça signifie tellement de choses. Vous devez signer un bail commercial si vous êtes artiste-auteur ou artisan d'art. Et dans ce cas, vous bénéficiez des dispositions de location qui sont très favorables. Ah bon, m'écris-je. Au moment de signer ou de renouveler votre bail, certaines précautions sont à envisager pour éviter les difficultés. Vous êtes prêts ? Donc, on est à la signature du bail professionnel. Le bail professionnel porte sur des locaux permettant l'exercice d'une activité non commerciale et non artisanale. Il convient à l'artiste libéral, j'ajoute, plein de thunes. Le bail professionnel est exclusivement réservé à votre activité. Le bail mixte vous permet à la fois de travailler et de vous loger. Le bail professionnel est un contrat assez libre, n'ayant pour exigence que d'être écrit et d'avoir une durée au moins égale à 6 ans. Vous vous rendez compte, quelle liberté. Mais le montant du loyer peut être fixé et révisé librement. La résiliation du bail intervient à tout moment si l'une ou l'autre des parties ne respecte pas ses engagements. Et là, je peux vous assurer, sans risquer de me tromper, que la rupture d'engagement vient souvent du locataire. Parce qu'il a plus de thunes pour payer son putain de loyer d'artiste. Dans des conditions normales de location pendant toute la durée du bail, le propriétaire ne peut donner congé au locataire. Ça, c'est au paradis. Et vous pouvez quitter les lieux en informant le bailleur avec un préavis de 6 mois. Oui, lui, il lui faut 6 mois de préavis. Par contre, pour vous virer, ça va beaucoup plus vite. Mais l'inconvénient de ce type de bail est que le locataire n'a pas droit au renouvellement automatique de son bail à l'échéance. La vache. Le bail mixte d'habitation et professionnel se rapproche d'un bail d'habitation et réserve davantage de garanties aux locataires. Il mentionne obligatoirement par écrit la description des lieux, le montant du loyer, les modalités de paiement et les conditions de révision de celui-ci. Et alors je voudrais attirer votre attention sur un point qui semble anodin mais qui est vraiment important puisque moi je suis passé par là, c'est la description des lieux. Faites très très attention. Ne soyez pas éblouis par le fait que vous allez enfin avoir un atelier d'artiste. Faites gaffe à la description des lieux. Parce que le jour où vous allez être viré de votre atelier, parce que vous n'aurez pas payé votre loyer, là va vous tomber sur la tronche un tas de réparations que vous serez obligé de faire, mais qui étaient déjà là, mais que vous n'avez pas vu. Bon. Le montant du loyer, les modalités de paiement et les conditions de révision de celui-ci, la durée du contrat, au minimum 3 ans. Le montant du loyer est librement fixé, mais sa révision ne saurait excéder la variation de l'indice INSEE du coût de la construction. Bon, on y reviendra peut-être un jour pour vous expliquer tout ça. Je me tournerai bien vers Jean, mais à force de le mettre à contribution, bref. À son terme, le bail est reconduit, sauf si le bailleur prouve une faute du locataire. Alors là,
C'est un boulevard pour lui. Ou désire vendre le local ou le reprendre pour son compte ou celui de sa famille. Alors là, il y a des tas de traquenards pour qu'il arrive à récupérer son bail. C'est pour lui, c'est vraiment un jeu d'enfant, alors que pour vous défendre, c'est un peu plus compliqué. Si vous n'êtes pas inscrit à la Maison des Artistes, le loyer peut être librement révisé par le propriétaire. Ben voyons. Si vous êtes en désaccord avec le nouveau loyer demandé, vous n'avez aucune garantie et vous êtes obligé de quitter les lieux. Voilà le résumé de tout ce blabla. Ça tient en 2 lignes. Si vous êtes en désaccord avec le nouveau loyer demandé, vous n'avez aucune garantie et vous êtes obligé de quitter les lieux. Car le bail professionnel n'est pas protégé. Tiens, comment ça se fait? Aussi, vaut-il mieux pouvoir signer un bail commercial? Est-ce qu'on poursuit, Jean? On a le temps? Non, on n'a pas le temps. Si, tu peux faire, non? Non, parce qu'après, il y a encore... il nous reste que 2 minutes, Jean. Donc, on ira à la suite la prochaine fois. C'est signer un bail commercial. Le suspense va être insoutenable pour vous, je le comprends bien. Mais comme ça vous permettra... Il faudra attendre une semaine. d'être plus attentif la semaine prochaine. Ah bah oui. Hein, je pense. Bah forcément. Donc, maintenant, c'est Jean qui vous parlait des expositions. C'est beaucoup plus important de moi. Alors, toutes les informations que vous a données Robert et que vous donne Robert sont... sur le guide juridique et fiscal. Là, je m'embrouille parce que c'est tellement... Bon, bref. Juridique et fiscal de l'atelier d'artistes par Véronique Chambaud aux éditions Duno. Voilà. Bon, mais... Et à Librairie Publico. On en est déjà à une certaine quantité de rubriques, donc je pense que les auditeurs ont remarqué depuis longtemps que tu n'arrives pas, dans une même phrase, à prononcer les mots artiste et fiscal, c'est curieux. Oui, j'ai comme une... Et alors juridique en plus, alors là. Non, bon, agent. Allez, des expos à ne pas manquer, hein, pour finir, à ne pas finir pour manquer. Oui. Brune blonde à la Cinémathèque de Paris, ça c'est 51 rue de Bercy, dans le 12e arrondissement, et c'est valable jusqu'au 16 janvier, vous avez un peu de temps, hein. Extrait de film, j'y étais lundi dernier. Extrait de film court-métrage inédit, archives télévisuelles, hein, photographie et tableaux. L'exposition Brune blonde met à l'honneur, le titre est un peu racoleur, hein, ça me plaît pas plus que ça, surtout que je trouve que ça colle pas vraiment à l'expo, hein. En tout cas, l'expo, elle, met à l'honneur le thème de la chevelure féminine, hein, pendant 3 mois à la Cinémathèque de Paris. Et puis Anthony Caro, ça c'est à la galerie Daniel Templon, 30 rue Beaubourg, dans le 3e, hein, arrondissement de Paris, jusqu'au 30 octobre. Là, il faut vous manier un peu plus. Ce sont de nouvelles œuvres, en fait, hantées par la figure, hein, qui explorent des associations figuratives, voire narratives. Maintenant que faire de la sculpture abstraite n'est plus un obstacle, hein, je me sens libre d'explorer une étendue de possibilités, explique l'artiste aujourd'hui âgé de 86 ans. Très très bon. Anthony Caro à la galerie Daniel Templon. Voilà. Eh bien, salut, bon, ça la prochaine fois, quoi. Voilà. La 76e. Absolument. Si tout va bien. Si tout va bien. Allez, salut à tous. Salut. One.